Si vous voyez cette vidéo, l'algorithme estime qu'il y a une raison. Toutes les grandes boîtes disent le climat c'est notre priorité, les gouvernements disent le climat ça doit même être apolitique, genre c'est tellement un truc qui doit faire consensus. Les citoyens, tout le monde dit, toute la majorité en tout cas dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais quand on regarde les actions, ça fait un peu pchit quoi. Un des plus grands problèmes qu'on a découvert avec la communication dans la transition écologique, c'est un truc qui s'appelle le modèle du déficit informationnel. Pendant longtemps, on pensait qu'on n'agissait pas parce qu'on n'a pas assez d'informations. Ça a coûté des milliards, enfin de la sensibilisation, des machins, et on a découvert que c'est pas vrai. Plusieurs mécanismes vont se mettre en place. Le premier, c'est la faute à qui? Donc, des boucs émissaires. Je vois quelqu'un qui prend un avion, je me dis putain, il est irresponsable. Mais en fait, cette personne est matraquée toute la journée dans le métro sur des pubs Paris-New York pour 20 euros. Quelque chose qu'on fait, on aura tendance à continuer à le faire. Quand on regarde des changements sociétaux qui ont eu lieu dans l'histoire, c'est très rare que ce soit genre une sorte de prise de conscience comme ça d'un coup. Il y a un chercheur qui s'appelle Eliezer Yudkowsky, il parle de dynamique collective qui mène à un effondrement catastrophique. Il dit c'est quand les personnes qui causent le problème sont celles qui sont les moins impactées par ses conséquences. Bienvenue à vous sur Limite. Ouh là là, cette fois-ci, on va rentrer dans ce qui se passe ici même. Vous savez, on essaye un maximum, pour ceux qui viennent d'arriver, déjà bienvenue à vous, on essaie un maximum de vous expliquer comment ça se passe autour des limites planétaires, des limites des ressources, des limites humaines sur cette chaîne. Notre but, notre travail, notre mission, et d'ailleurs qui fonctionne notamment grâce à vous, d'ailleurs n'hésitez pas à nous abonner en échange, à vous abonner, pardon, c'est d'essayer de vous amener à mieux comprendre le monde pour prendre vos dispositions, pour faire vos choix, par rapport à votre famille, vos proches, et aussi par rapport à votre engagement politique. C'est important dans un monde qui se transforme littéralement et qui a toutes les limites, qui représentent bien sûr le nom de la chaîne. Mon nom c'est Vince, bienvenue ici, commentez la vidéo tout au long, likez, n'hésitez pas à la partager si à certains moments ça vous parle. D'ailleurs je vous mets au défi, si jamais vous apprenez des choses, filez-nous pourquoi pas un petit don sur Tipeee ou sur PayPal, vous n'imaginez pas ô combien ça nous aide. Quand je dis qu'on va rentrer dans votre cerveau, on dit souvent que si nous détruisons la planète, c'est à cause de notre cerveau. On va essayer de mieux comprendre ce qui se passe en nous, et quelle meilleure personne, s'il vous plaît, que Albert Moukébert qui est avec nous. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. C'est un véritable honneur. Tes conférences, elles tournent. Tu as écrit plusieurs livres, notamment Votre cerveau vous joue des tours, Neuromania, qui est le plus récent, qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Alors on est dans un monde où il y a beaucoup de basculements, beaucoup de changements. Je parle des fake news, je parle du monde post-croyant, chacun y va de sa théorie, l'applique aux autres en disant c'est comme ça que le monde fonctionne, et ça crée beaucoup de manipulations politiques, et absolument dans tous les secteurs. Et moi je voulais déjà te demander, toi, c'est quoi ton feeling sur l'état des lieux aujourd'hui? Si tu devais mettre des mots aujourd'hui sur la période qu'on est en train de vivre en ce moment. Bonjour déjà, merci pour l'invitation, bonjour à tous et à toutes. Je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une sorte de croisement de plusieurs éléments. La première, c'est que on est en train de petit à petit, par les réseaux sociaux, par les technologies, par les groupes sociaux qui sont en train de créer, d'interdire quelque part l'incertitude. Dès qu'il y a un événement, quelques minutes après, il y a des explications. Des explications qui sont souvent certaines. Et ça s'applique vraiment à tout, qui est le feu de Notre-Dame il y a quelques années. 5 secondes plus tard, il y avait déjà des hypothèses sûres de gens qui disaient on a compris c'est quoi. Alors que l'incertitude est très importante pour pouvoir faire société ensemble. On est des animaux sociaux qui sont en train de confronter nos visions les uns les autres ensemble. Et donc, parfois, on a plusieurs personnes doivent avoir raison. Parfois, une personne a raison, une personne a tort, mais c'est souvent un continuum. Donc, la nuance est en train d'être perdue par une sorte de polarisation. Cette polarisation qui est augmentée, renforcée énormément par l'éditorialisation des contenus, ce qu'on appelle souvent les adbories, qui sont en tact. On ne sait pas qui est en train de décider comment, qu'est-ce qu'une personne voit ou pas, pourquoi est-ce que cette vidéo a été recommandée dans le fil de quelqu'un ou pas. J'imagine que c'est pas juste des abonnés qui sont en train de voir. Et à côté de tout ça, donc c'est vraiment une interaction très complexe entre des usages, des outils technologiques opaques, privés. À côté de tout ça, les symptômes de ce fonctionnement, donc que ce soit ce qu'on appelle les addictions aux réseaux sociaux, le coût des comportements face au réchauffement climatique, l'épidémie de burn-out qu'on est en train de voir, la chimie du cerveau, etc., toute cette complexité va être effacée d'un point de vue purement idéologique, où on va blâmer l'individu, voire son cerveau pour ses comportements.
Alors que quand on est en sciences cognitives, comme moi, donc dans les neurosciences, dans la psychologie, dans la sociologie, dans la psychiatrie, etc., on sait très bien que notre comportement n'est pas le fruit juste de nos processus mentaux. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est un peu l'hypothèse que j'essaye de développer dans l'Euromania pour que le grand public y ait l'accès. J'ai remarqué en fait que pour beaucoup de gens, quand on voit quelqu'un agir d'une certaine manière, on pense que c'est parce qu'il le veut, que c'est le processus de son cerveau. Alors qu'en neurosciences, on considère qu'on est le fruit d'une interaction entre trois choses en même temps. Mes processus mentaux, donc mon cerveau, mais aussi l'état de mon corps. Par exemple, si j'ai pas dormi, je vais être plus irritable. Si j'ai mon nerf sciatique et donc j'ai une douleur chronique, je vais être différent. Si j'ai faim, je vais être plus en colère. Mais aussi notre environnement, le contexte dans lequel on baigne. Et le facteur contextuel va être invisibilisé quelque part, et on va blâmer le cerveau de la personne, l'individu, sa psychologie, pour ces différentes problématiques sociétales qui sont beaucoup plus larges que l'individu. On parle alors de surresponsabilisation des individus et une déresponsabilisation du système. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui définit un peu cette époque, cette période, c'est cette hyper-individualisation de sujets qui sont très souvent beaucoup plus sociétaux, interpersonnels, politiques, idéologiques, voire planétaires, comme par exemple nos limites et la question de la transition écologique. Donc je dirais vraiment, c'est vraiment cette hyper-responsabilisation de l'individu et une déresponsabilisation des systèmes, en sachant que on fait partie d'un système, notre cerveau est ce qu'on appelle un organe dépendant du contexte, il ne fonctionne pas de la même manière selon les endroits où on se trouve, et c'est une sorte de tour de passe-passe qui est super sympa. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de t'expliquer un maximum de nos comportements, tout en sachant que c'est complexe, que ça dépend de tellement de choses, de votre histoire passée forcément aussi, et de la chimie, de ce que vous avez mangé, littéralement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais essayer aussi de te présenter? Quelle est ta formation? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Alors, je m'appelle Bernard Muller. Je suis docteur en neurosciences cognitives, donc j'ai fait un cursus de neurosciences cognitives, et je suis aussi psychologue clinicien. J'ai fait une formation en psychologie clinique, un master, pour ceux qui sont intéressés par des diplômes. J'ai un master 2 de psychologie clinique et psychopathologie. J'ai une thèse en neurosciences cognitives. Pendant longtemps, mes recherches étaient autour de l'anxiété. J'ai fait ma thèse sur quelque chose qui s'appelle l'anxiété sociale. C'est un peu la peur c'est pas vraiment la peur de l'argent public, mais c'est l'impression qu'on a d'être jugé par des autres, et donc on se met en retrait des interactions publiques. Ça va être la peur de parler en public, mais aussi la peur d'aller au restaurant avec un groupe de gens, ou t'appeler au téléphone, ou passer à la caisse du supermarché, c'est quelque chose d'assez handicapant. J'ai travaillé longtemps à la Pitié-Salpêtrière, donc dans une unité sur les troubles anxieux et les troubles de l'humain. Puis j'ai fait 2 ans à Créteil sur les troubles de la personnalité. Et au cours de mes recherches, j'ai travaillé beaucoup sur les biais attentionnel et cognitif dans l'anxiété. En gros, comment est-ce que l'anxiété change la manière dont on perçoit le monde quand on est anxieux, quand on est stressé? Je suis sûr que tout le monde l'a ressenti dans sa vie. On commence à imaginer le pire. Si ça a jamais marché, je suis nul, ce qu'on est foutu, etc., etc. J'ai essayé d'expliquer, de comprendre pourquoi. Et notamment comment l'anxiété aussi mobilise ce qu'on appelle des biais perceptifs. Comment est-ce que ça change, comment on explore le monde. Donc j'avais une sorte de casque qu'on appelle time tracking, et je pouvais suivre comment une personne explore le monde selon si elle est anxieuse ou pas, et j'ai montré que cette modification justement n'est pas juste une modification cognitive, mais aussi une modification perceptive. On explore le monde différemment, on regarde des choses différemment, les endroits. Si je suis dans cette pièce et je suis anxieux, je vais regarder peut-être la caméra beaucoup plus souvent, parce que je vais avoir ce qu'on appelle des patterns d'hypervigilance et de répulsion. Donc je vais regarder la caméra, puis regarder la caméra, puis regarder. Parce que mon cerveau se dit un truc dangereux de la caméra qui est en train de se passer avec moi. Alors que si je suis pas anxieux, je vais peut-être l'oublier la caméra pendant des périodes, et chaque période me dire en fait non, il faut que tu regardes la caméra parce qu'il y a des personnes qui regardent et c'est cool de les regarder par les yeux. Donc j'ai travaillé sur ça pendant une période. Quand j'ai fini mes études, je fais de la thérapie, je suis clinicien. Et puis il y a eu les réseaux sociaux, les fake news, etc. Les biais cognitifs jouent un rôle dans ces mécanismes. Donc j'avais une sorte de compétence qui était utile pour ça. Au niveau chercheur, je faisais partie du comité d'experts, par exemple, du CSA, qui aujourd'hui a changé de nom, mais c'était plus le SOS à l'époque, l'ARFOM, exactement, sur la lutte contre la désinformation en ligne. Et puis avec des collègues, on a créé une structure qui s'appelle Chiasma, où on s'intéresse à comment, en tant que citoyen, on forme nos opinions, et quelles sont les conditions pour qu'on puisse changer d'avis. On est très intéressé par cette notion qui s'appelle la flexibilité mentale. Pourquoi est-ce que certaines personnes changent d'avis, et d'autres pas?
en sachant qu'encore une fois, quand je dis on s'intéresse à pourquoi, c'est pas juste les processus psychologiques, parce qu'on n'est pas juste nos psychologies. C'est vraiment quelles sont les conditions individuelles, interpersonnelles, sociétales, éducatives, quelles conditions économiques, tout fait qu'une personne va se dire, ok, moi je sors d'avis. Genre, je pensais que cette chaise était rouge et tu m'as montré les preuves qu'elle est grise et maintenant j'accepte qu'elle est grise, alors qu'une autre personne, voilà, je te montre qu'elle est grise, dit non, tu es en train de m'en prouver, en fait, elle est rouge en dessous, mais tu la pêches. Pourquoi? Donc on a fait ça avec Chiasma. Petit à petit, avec certains autres collègues, on a commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle le facteur humain dans la transition écologique. Au début, on a commencé par étudier un concept qui s'appelle le trou intention-action. Il y a un concept assez important qui s'appelle le trou intention-action. C'est le trou qui existe, le moment temporel ou spatial qui existe entre le moment où je déclare que j'ai une intention, le moment où je la place en action. Par exemple, le mot scientifique s'appelle trou intention-action. Un mot qu'on a mentionné avant de commencer d'enregistrer, c'est la procrastination. La procrastination, le terme scientifique pour la procrastination, c'est le intention action gap, le trou intention-action. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que face à la transition écologique, on a beaucoup d'intentions. Toutes les grandes boîtes disent le climat, c'est notre priorité. Les gouvernements disent, le climat, ça doit même être apolitique. Genre, c'est tellement un truc qui doit faire consensus. Les citoyens, tout le monde dit, toute la majorité en tout cas dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais quand on regarde les actions, ça fait un peu pchit, quoi. Pas grand-chose. Donc, on est intéressé par pourquoi. Puis on a développé des protocoles qu'on appelle de recherche-action, enfin, de la recherche sur le terrain pour aider des collectivités, des groupes, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent fermer ce pro-intention-action et se mettre vraiment à l'action. Donc aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui pour clôturer sur moi, chaque jour, je fais un peu un truc. J'ai un jour par semaine où je fais de la thérapie, juste un peu. J'ai un jour par semaine où j'enseigne. Je donne des cours de master de psychologie clinique et j'interviens dans certaines facultés de neurosciences. Je fais des conférences, des podcasts, j'écris des livres par semaine. Et puis, je travaille sur ma recherche ou mes lectures ou mon écriture, 2 jours par semaine, 15, selon les semaines. Je suis un peu à cheval entre la recherche et les neurosciences et la psychologie et les individus, et j'aime bien cette approche translationnelle d'ancrer dans le réel quotidien de tout le monde des connaissances qui souvent peuvent paraître un peu nébuleuses. On va commencer un petit peu avec ce qu'on a beaucoup en commentaire sur notre chaîne. C'est des personnes qui sont forcément sur la nostalgie, qui est anxieuse. Donc des gens qui ont vu leur environnement se transformer littéralement et leur amènent à être anxieuses. Et puis ce nouveau terme d'éco-anxiété, comment je préfère dire éco-lucidité, voilà, chacun mettra un petit peu le mot qu'il veut là-dessus. Une phase par laquelle je suis passé moi-même et c'était très compliqué parce que au début j'étais juste anxieux. J'ai l'impression que dès qu'à partir du moment où j'ai compris beaucoup de problèmes qui ne vont pas dans le système économique, dans nos interactions sociales, dans cet extractivisme, cette transformation et le fait de vouloir vendre des choses dont on a fondamentalement besoin, fait qu'à partir du moment où tu navigues dans une ville ou dans n'importe quel endroit, un supermarché, tu pètes un câble. Parce que ce sont plus des injonctions contradictoires. Tu peux nous expliquer comment fonctionne ce processus d'éco-anxiété? Est-ce que c'est une véritable bonne définition? Et qu'est-ce qui se passe justement à la tête de beaucoup de personnes, éventuellement celles qui nous regardent, qui regardent notre chaîne et forcément, malgré nous, nous pouvons être amenés à être le créateur d'éco-anxiété parce qu'on va créer une forme de dissonance. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là et comment est-ce qu'on parvient à en sortir? Ça, c'est le premier chapitre, on va dire. Alors, avant de parler d'éco-anxiété, tu as mentionné la solastalgie. Donc, je vais juste séparer parce que souvent on les met ensemble, c'est un peu différent. La solastalgie, je vais faire un peu simple, sinon ça prendrait beaucoup de temps. On va dire c'est proche plus de problématiques de l'humain. On est un peu déprimé. Et la solastalgie, c'est souvent on est déprimé à cause d'une perte qui a déjà eu lieu, d'un lieu qui était important pour nous à cause du réchauffement ou de la transition vers le réchauffement ou du dérèglement climatique. Par exemple, quand j'étais jeune, j'allais nager dans un lac à côté de chez moi et aujourd'hui ce lac n'est plus là parce qu'il s'est asséché. Ou j'entendais le bruit de la biosphère et la biosphère a été réduite, donc il n'y a plus les oiseaux ou les chevreuils, les chacals. Je te donne un exemple très concret. J'allais toujours, c'est un excellent souvenir avec mon père, faire de la luge sur un lac gelé à côté de chez nous. Ce lac, il est plus gelé depuis très longtemps. Et donc, c'est une perte. Et donc, ça me déprime, c'est de la solastalgie. Donc ça, c'est la solastalgie, c'est vraiment une sorte de perte d'un lieu, et donc, on est triste. On va dire ça comme ça. Et ça, on va traiter ça comme un trouble de l'humeur. On va dire ça un peu façon. Maintenant, l'éco-anxiété, c'est autre chose. Et tu as dit quelque chose qui est assez important, et avec lequel je suis très d'accord. C'est quand tu dis, par exemple, moi, je préfère dire écolucidité. Et c'est important de dire pourquoi tu dis ça d'un point de vue psychologique. Parce que l'anxiété, par définition, genre la définition de l'anxiété, c'est
très souvent, parce qu'il y a quelqu'un qui va dire s'il y a des exceptions, il va dire, voilà, je vais te des cas, l'anxiété, c'est une peur excessive de quelque chose qui ne justifie pas cette peur excessive. Par exemple, l'anxiété sociale, le sujet sur lequel moi je travaillais, c'est une peur excessive des contacts sociaux, parce que la personne anxieuse imagine que la personne le juge négativement, que les gens pensent qu'elle est bête, alors que c'est peut-être pas vrai. Peut-être que c'est vrai, c'est peut-être pas vrai, mais les conséquences sont excessives. La personne se met en retrait de la société, ne veut jamais sortir. Il y a des personnes qui ont vraiment des anxiétés sociales très lourdes, par exemple, qui vont faire leurs courses le lundi pour toute la semaine, pour ne plus sortir de chez eux pendant une semaine. Certaines personnes peuvent aller jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est vraiment excessif par rapport au danger que d'aller à la caisse du supermarché et mettre ses courses dans les sacs, se trouve. Une arachnophobie, qui est un trouble anxieux, les phobies sont un trouble anxieux, c'est une peur excessive. S'il y a une araignée ici, je me lève et je me tare et je saute par la fenêtre pour ne pas être l'araignée, alors que l'araignée ne peut clairement rien me faire dans notre réalité. Pourquoi est-ce que l'anxiété, du coup, n'est pas un très bon terme pour l'éco-anxiété? Parce que le danger est réel. Et donc, on ne peut pas dire l'éco-anxiété, c'est une peur excessive d'une dégradation future du climat, parce que tous les indicateurs nous disent que limite, on n'a pas assez peur. Il faudrait avoir un mot pour une peur genre réduite d'un danger réel. C'est comme si, en fait, je bois 4 bouteilles de vodka, je prends ma voiture, je monte sur le périph' et je fais du 200 km/h et j'ai pas peur. Bah, il faudrait que j'ai peur. La peur est un truc adapté. La peur, c'est quelque chose qui nous alerte qu'il y a un danger et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, quand on dit éco-anxiété, il y a inévitablement une contradiction dans le terme, parce que c'est pas une peur excessive. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore changé de terme? J'aime beaucoup le terme écolucidité, mais pourquoi est-ce que on continue à dire éco-anxiété? C'est à cause pas de la nature qui est hyper adaptée, voire parfois il faudrait avoir encore plus peur, peut-être que ça va nous bouger, mais du côté envahissant du truc. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, toute leur vie est envahie par cette dimension de telle manière à ce qu'elles ne peuvent plus penser quasiment à autre chose. Leur espace mental est complètement pris par ça, donc elles ne peuvent plus même faire des comportements qui sont pas nécessairement néfastes au climat. Genre aller traîner avec des potes et parler, je sais pas, d'une personne qui vit dans notre quartier ou d'un film qu'on a vu, c'est plus possible. Je suis tout le temps envahi par ce filtre de l'éco-anxiété. Et ce filtre ne m'aide pas à vraiment résoudre le problème. C'est-à-dire, si l'éco-anxiété fait que les personnes sont mobilisées et ils sont en train d'avoir un impact dans la lutte climatique, pourquoi pas? Mais à l'échelle individuelle, notre marge de manœuvre est très réduite, et donc c'est des personnes qui vont porter sur leurs épaules une responsabilité collective et qui souvent vont finir en burn-out, finir isolés socialement, finir déprimés, parce que parfois l'anxiété va être primaire, mais qu'à avoir une incidence secondaire où un trouble de l'humain se déclenche, ou abandonner carrément leur activisme parce que c'est trop taxant et c'est pas le but. Et donc c'est plutôt ce côté qui est un peu plus problématique. Mais le constat de base de me dire je flippe pour le futur, ça ne devrait pas être considéré problématique. Et donc, dans la thérapie, qu'est-ce qu'on va faire? Si une personne a une anxiété sociale et vient le voir, je vais travailler avec elle comment changer son interprétation du monde. Parce que c'est là où ça bloque. En gros, quand on fait de la thérapie, on est en train de faire 2 choses selon les situations. Soit on veut essayer de changer comment une personne interprète le réel, parce que notre cerveau n'a pas une perception directe du monde. On est en train de reconstruire, de le prédire, millions de trucs se mélangent. Si tu veux, on pourra en parler un peu plus en détail. Donc ça, c'est une personne a une anxiété sociale, une personne est, je sais pas, hypochondriaque, elle s'imagine tout le temps qu'elle a le cancer alors qu'elle a fait tous les tests. On veut changer quand cette personne traite l'information, ou on veut aider quelqu'un à changer son environnement. Je suis dans une relation toxique qui me fait du mal, qui me déprime, qui me rend stressé. Je vais pas aller dire à une personne, on va travailler sur changer ton point de vue sur ta relation et te convaincre que ta relation toxique est bonne pour toi. On va essayer de travailler avec cette personne pour qu'elle parte ou qu'elle explique avec la personne qui est avec elle qu'elle peut plus continuer comme ça et qu'il faut qu'elle change. Quand on est face à une personne qui a une anxiété, je peux pas aller changer la manière dont la personne interprète le monde, parce que notre interprétation est bonne. C'est vrai qu'on est dans la merde, et qu'il y a de très fortes chances que dans le futur, ça sera encore plus de la merde. Et donc, son anxiété est cohérente. Et je peux pas l'aider à changer son environnement. On veut pas aller sur une autre planète. Je peux pas lui dire on va aller sur Mars toute seule, tu n'as plus à t'inquiéter du climat. Et je peux pas lui dire tu vas toi toute seule changer
la lutte climatique, parce que c'est pas dans sa marge de manœuvre. C'est comme si je me dis, moi, je vais décider que moi, je vais aller arrêter toutes les guerres sur Terre ou résoudre la faim dans le monde. Genre, je peux vous boire. Je peux pas le faire, je vais juste me crever à l'effort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de maintenir le constat qui est vrai que c'est la merde. Donc, que ton anxiété n'est pas vraiment une anxiété, c'est une crainte légitime, mais en même temps, essayer de les aider à comprendre que c'est pas un sprint, c'est un marathon, et comment se protéger de l'envahissement de leur espace psychique par le sujet. Et donc, ça va être un truc un peu particulier. Je t'avoue que c'est presque spécifique juste à l'immensité, de devoir faire ce travail de ton constat est bon, mais ton effort, où tu es en train d'agir, il y a un proverbe que j'utilise souvent avec les personnes qui viennent me voir pour éco-anxiété, je leur dis en fait, le mouvement, c'est pas de l'action. C'est pas parce que vous êtes en train de bouger, vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes juste en train de vous épuiser. C'est pas parce que vous passez 8 heures sur les réseaux sociaux à aller débattre sur chaque page que vous trouvez, machin, redire non, que des gens vont changer d'avis. C'est pas comme ça qu'on change d'avis. Un des plus grands problèmes qu'on a découvert avec la communication dans la transition écologique, je fais une sorte de tangente, mais autant la placer ici, c'est un truc qui s'appelle le modèle du déficit informationnel. Pendant longtemps, on pensait qu'on n'agissait pas parce qu'on n'a pas assez d'informations. Et ça a coûté des milliards, enfin, de la sensibilisation, de machin, et on a découvert que c'est pas vrai. Genre, c'est pas parce que je sais que je change. Je n'ai pas des êtres qui fonctionnent à partir d'une sorte de délibération coût-bénéfice. Il y a des tonnes d'autres facteurs et d'externalités qui rentrent en jeu sur qu'est-ce qui explique un comportement humain. Et donc, d'expliquer à ces personnes éco-anxieuses, c'est pas parce que tu vas aller faire la morale à ton oncle, parce que tu l'as vu en train, parce que à Noël, il va aller faire fêter Noël en Argentine et ça t'enrage qu'ils prennent un avion alors qu'il peut très bien fêter Noël à côté. Il en met toute sa famille là-bas. Ça va pas changer. Et tu peux le faire, mais que tu fasses ça tout le temps, non-stop, tous les jours, c'est plus. Tu t'épuises et le net, si limite tu t'épuises et la solution arrive, je viens m'épuiser avec toi. Ouais, c'est toi, j'en peux bien, mais je viens m'épuiser avec toi, j'ai aucun problème. Mais tu t'épuises et le schmilblick n'avance pas. Du coup, tu vas voir que le schmilblick n'avance pas et que tu es épuisé et ça va te créer encore plus de ressentiment, des problèmes de l'humeur, des problèmes interpersonnels. Tu vas commencer à te prendre la tête avec tes potes. Tu vas te prendre la tête si tu es en couple avec les personnes avec qui tu es en couple, parce que tu vas tout le temps exiger plus. Tu vas commencer à te prendre la tête à toi-même, parce que si tu dévies un peu de la ligne, tu vas t'en vouloir, etc. Et tout ça, ça va pas aider. Le but, c'est qu'on essaye de limiter la casse. Parce que pour moi, j'ai arrêté le changement climatique, c'est avant 46, plus besoin. Oui, bien sûr. C'est limiter la casse. On va pas limiter la casse avec les personnes les plus lucides sur le sujet qui s'épuisent toute la journée. On a besoin de toi que tu te maintiennes pour qu'on puisse créer une masse critique, qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est pas une responsabilité à Dieu. Même si la Dieu est important. C'est un peu autour de ça que ça s'agence. On va arriver sur plein de possibilités, plein de solutions qui vont nous permettre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, ils sont éco-anxieux, certaines qui se réveillent, certaines qui critiquent l'éco-anxiété en disant « Ah, mais ils exagèrent cela, peut-être parce qu'ils se sentent pas impactés, pas encore suffisamment éveillés sur certaines questions. » Il y a beaucoup de gens qui ont une anxiété juste du futur. Ouais. Faut pas forcément être éco-anxieux. J'ai l'impression qu'éco-anxieux, c'est le fait de rajouter éco, c'est que tu fais partie d'une certaine catégorie socio-économique, socio-culturelle, que t'as eu l'occasion d'avoir accès à ces données, des limites planétaires, des limites des ressources, du bilan carbone, etc., bref, de l'intensité énergétique de la société, alors que d'autres, en fait, voient que leurs parents galèrent au quotidien et se disent, ouais, mais dans quel monde je vais vivre demain? Même des parents qui disent, ouais, mais comment, au-delà de vraiment de l'environnement, hein, juste d'un point de vue système économique, que ça va être pourri. Moi, j'ai une question à me poser. À partir du moment où il y a une société qui est stressée, qui est anxieuse, qui parvient plus à se projeter, où les discours, les promesses, les récits s'effondrent de plus en plus, qu'est-ce qui advient? Est-ce que on cherche à un autre récit dans lequel on va tous essayer de faire une communauté, d'aller dans la même direction, que ça émerge? Ou est-ce que, au contraire, on se retrouve dans une période parce que le récit du capitalisme est très fort, il est très puissant, c'est le boussole de se dire, ok, on doit tous vivre cette vie-là, etc. On sait que ça se détricote. On a l'impression que les alternatives ne sont pas suffisamment tangibles que pour pouvoir tous ensemble se dire, ok, allons vers ça. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans une sorte de vie psychique, de vie dans laquelle on ne parvient pas à se dire, ok, on prend telle et telle direction, et que tout et n'importe quoi peut émerger de là, y compris des choses très sombres? Déjà, l'anxiété, c'est par définition quelque chose qui touche nos projections futures. Donc, pour revenir un peu en arrière, notre cerveau est un organe prédictif. Ce qui compte dans un cerveau, c'est qu'est-ce que je dois faire. Donc, il faut prédire. L'anxiété, ça
ça biaise le processus prédictif sur un registre catastrophique. Quand on est anxieux, on va tout le temps imaginer le pire. Indépendamment si le pire est légitime ou pas. C'est pour ça que le mot anxiété pour l'éco-anxiété est pas très adapté, parce que le pire est adapté dans ce cas-là. Si on oublie un peu le climat, genre, c'est la merde sociétale, machin, indépendamment. Genre, le climat n'a aucun problème, mais il y a le capitalisme et ce que relève pas. Plusieurs mécanismes vont se mettre en place. Le premier, c'est la faute à qui? Donc, des boucs émissaires. Niveau 1, il faut des boucs émissaires. C'est le premier risque qui se produit. Souvent, c'est depuis l'Antiquité, d'ailleurs, l'histoire des boucs émissaires vient de l'Antiquité, de l'Ancien Testament, je pense, où quand il y avait une plaie, on disait, il faut sacrifier un bouc, qui était le bouc émissaire, et soit on l'envoyait dans le désert, soit on l'égorgeait sur un temple, et on disait, ok, maintenant des dieux sont calmés, ou Dieu s'est calmé. Donc c'est impossible de rejeter la faute sur des personnes. Il faut désigner pourquoi est-ce que c'est la merde. La faute à qui? Ou bien on peut nier la faute. On dit non, c'est pas la merde, on nous ment. Donc les deniers, les gens qui nient, Qui sont dans le les déni. climato-sceptiques, etc. Tu vois. Non, il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Bon, aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple du climat, même si après on va parler de manière plus générale, mais c'est une très bonne manière. Donc, il y a un réchauffement climatique. Étape 1, il y a des gens qui me disent non. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, ces gens s'y tuent. De moins en moins de gens disent non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va émerger? On va émerger deux autres formes de soft pour tout le temps ne pas avoir un coupable. Ceux qui disent oui, ok, mais c'est pas si grave. pas seulement c'est pas ce qui est rare. Ça vient pas des humains. C'est pas de l'activité humaine. C'est naturel. C'est naturel, c'est des cycles. Depuis toujours, il y a eu des aires glaciaires, des aires machin. La Fusion de la responsabilité. c'est fusion. Genre, c'est un cycle naturel de la Terre. Vous pensez que nous, humains, on peut vraiment impacter le climat. Pour qui vous prenez, vous êtes tous délirants. Je passe pas grand chose. C'est pas notre faute. C'est juste des cycles normaux. La planète a toujours eu ça. On va s'en sortir. Ok? Un autre niveau, c'est les technosolutionnistes. Oui, c'est grave, mais il faut pas vraiment qu'on s'en occupe. La technologie va nous aider. Hier encore, il y avait Eric Schmidt, un des boards de Google. On lui a dit, mais en fait, ce truc de IA, est-ce que c'est cohérent avec les accords de Paris, le réchauffement climatique, etc. Je fais, si tu as vu ça, c'est vraiment édifiant. Il dit non. Mais on a besoin de continuer ça, parce que si on a une IA, l'IA va nous aider à trouver la solution pour le réchauffement climatique. Donc, on va créer un truc qui va niquer le climat, mais ce truc va nous aider à trouver la solution pour le climat, parce que nous, les humains... C'est bien, donc on ça s'alerte depuis. Voilà. Ça se répète, c'est le même schéma qui se répète, effectivement. Et si j'accepte le réchauffement climatique, j'accepte qu'il est d'origine humaine, et j'accepte que c'est pas la technologie qui va nous sauver, quel est le problème? C'est la faute des Chinois. Voilà. Diffusion de responsabilité. Les Français vont dire, ouais, mais la France, nous, elle est déjà à l'équilibre carbone, de regarder les Chinois. Les Chinois vont dire, ouais, il y a 1%, ça va... Parfois, c'est même dans un même pays. Genre, on va dire, prenez pas l'avion. J'étais dans une conférence dans un grand groupe et je disais l'avion machin et le représentation disait, ouais, mais des avions, en fait, regarde l'avion. Le maître des viandes dit, ouais, mais tu parles de la viande, mais regarde les océans, de l'acidification des océans. Puis le mec des océans dit, ouais, mais ça, on fait ça. Diffusion de la responsabilité. On peut pas se sentir co-responsable. Si je suis responsable, on va faire quelque chose. Je veux pas changer. On va s'inventer des choses, on va toujours trouver des leviers pour, avec des bons arguments. Oui. Mais pour en tout cas se dire, voilà, regardez, il y a pire que moi, donc c'est pas moi qui dois bouger. Ça s'appelle la division de la responsabilité ou la responsabilité partagée. Pour avoir moins de ce qu'on appelle dissonance cognitive. En gros, quand on est en dissonance cognitive, donc une dissonance cognitive pour ceux qui savent faire, c'est une contradiction, soit en deux pensées, soit entre une pensée et un comportement, soit en deux comportements. Donc moi, par exemple, c'est hyper inconfortable. Moi, je suis très sensible au réchauffement climatique et j'ai envie d'aller visiter le Japon. J'aime beaucoup le Japon depuis que je suis petit. Je dois prendre l'avion. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis en dissonance. J'ai besoin de résoudre cette dissonance. On peut résoudre la dissonance de trois manières. Soit je change de sens. Donc je me dis, l'avion se prépare. Je vais prendre un avion et derrière, je vais payer la taxe carbone et je vais planter quelques arbres. Et donc, je suis à carbone zéro, parce que j'ai planté des arbres, alors qu'est-ce qu'on fait? Soit je change la croyance. Je me dis, l'avion va voler, que je sois dedans ou pas. Genre, tous les jours, il y a des avions qui volent. Donc, c'est pas comme si c'est mon avion à moi qui est en train de faire au truc. Diffusion de responsabilité, c'est les compagnies aériennes, machin. La réussite d'assurance peut être un argument légitime. Ça peut être légitime de dire, c'est pas de ma faute. Genre, allez voir avec Air France, pourquoi est-ce que vous voulez blâmer à moi? Soit je change de comportement. Je vais pas au Japon. Je me dis, en fait, c'est hyper grave, j'ai ma fille, je veux pas niquer la planète pour aller voir One Piece. Je vais pas que je change de comportement. Mais chacun a un coût. Selon la situation, parfois, il y a des coûts qui sont inacceptables. Pour moi, c'est inacceptable de pas aller au Japon. Et
Pour moi, me dire que je vais planter des arbres, je sais que c'est pas comme ça que ça marche, parce que je suis la chaîne limite et ça a été discuté sur la chaîne. Et d'autres, je vais me dire, oui, bon, je vais diffuser la responsabilité. C'est pas comme si c'est mon avion au moins qui est en train de faire augmenter de 2 degrés la planète. Bon, Si je vais à moi qui change, moi, si je vais à moi, je diffuse la responsabilité. Au lieu de que ça soit porté sur moi, je vais la diffuser. Donc, si on revient maintenant à l'anxiété en général, ce que ça fait, donc la première chose, c'est à cause de qui? Si on oublie un peu le climat, en sachant que à cause de qui, encore une fois, on a, et peut-être c'est un bon moment d'introduire cette idée, on a ce qu'on appelle une cognition incarnée, c'est-à-dire mes pensées ne viennent pas juste de moi, mes pensées viennent de moi, de mon corps, de mon contexte. Dans ce cas-là, dans cette cognition incarnée, mon contexte, c'est les autres personnes qui essaient d'expliquer ces trucs. On est des animaux sociaux. On ne peut pas comprendre des humains en essayant d'étudier un humain seul, pas plus qu'on peut comprendre un embouteillage en essayant d'étudier une voiture seule. Plusieurs voitures pour un embouteillage, plusieurs humains pour comprendre le comportement des humains. Il y a des gens qui vont proposer des récits. Des gens qui vont proposer des solutions. Sur les réseaux sociaux, à la télé, dans le bar du quartier. Et on aime beaucoup ça, notre cerveau humain adore ça. On aime se conformer, et parfois c'est très bien. Si tu veux, on peut faire une sorte de digression sur la conformité dans une seconde. Donc il y a des gens qui vont me proposer des récits, et on est une espèce qui est en compétition sur quel récit on va accepter. Donc je vais tomber sur, je sais quoi, quelqu'un qui va me dire, non mais en fait, les Khmers verts, là, les éco-terroristes, ils veulent tous qu'on vive comme des Amish. Comme par exemple le président Macron. Il dit, s'il voulait qu'on applique tout ce qu'il faut appliquer, on part vivre comme des Amish, c'est pas acceptable. Pour moi, ça va me permettre, ça, d'évacuer ma dissonance cognitive. Il y a, putain, le président de la République qui me dit, bah, vas-y, consomme. Retour au Moyen-Âge. On va pas retourner au Moyen-Âge, à la calèche et à ne plus pouvoir éclairer le soir et allumer peut-être une bougie. De toute façon, une bougie, ça pollue aussi. Qu'est-ce qu'on va faire, machin. Donc, il y a une compétition sur les récits. Je vais catégoriser le monde. Il y a les éco-terroristes, il y a les gens qui veulent des épicobiens. Je m'entends souvent des mecs qui disent moi je veux prendre plaisir dans la vie. C'est ces récits tellement déprimants, vous voulez plus qu'on mange de viande, vous voulez plus qu'on ramène du carrière, des rapports, l'écologie punitive, l'écologie punitive, ça machin. J'ai créé des catégories, il y a les écologies punitives, machin. Une fois qu'on a créé une catégorie, on va inévitablement s'identifier à une des catégories qu'on a créées, et puis comparer ma catégorie versus ta catégorie. Ça peut être genre la catégorie des hommes versus les femmes. Ça peut être les Européens et les non-Européens. On peut pas accueillir toute la misère du monde. Le tiers-monde et le pays développé, le monde occidental et le reste, les patrons et les salariés. Ostovaginaire, très, très éclaté. On va segmenter. Il y a une raison pourquoi on fait ça. En général, c'est très utile, mais parfois, ça devient complètement fou. Et ça, c'est sur des biais cognitifs. Les biais sont une sorte de stratégie cognitive qui parfois peut être très utile et parfois nous en est erreur. C'est quoi, c'est la volonté de simplifier? Ouais, pour pouvoir aborder le monde. Ouais, pour pouvoir aborder le monde. Je sais pas, les couleurs, par exemple, les couleurs, c'est un continuum. Il n'y a pas un endroit où le rouge devient orange, devient jaune. C'est vraiment des ondes sur les photons de lumière. Si je dois dire j'aime bien tes chaussures, je dois te dire j'aime bien tes chaussures à 422 nanomètres. Pour simplifier, je vais dire j'aime bien tes chaussures vertes alors qu'il y a 2 verts sur tes chaussures, tu vois, ou j'aime bien mes chaussettes jaunes alors que c'est pas le même jaune que tes chaussures. On simplifie pour gagner pour pouvoir gérer et interagir avec le monde. C'est juste que parfois cette simplification peut être très néfaste quand je crée des catégories grossières. Donc dans une certaine situation, cette stratégie cognitive de la catégorisation peut être très utile. Je peux dire décrire les couleurs sans prendre la tête d'être spécifique. Et va être complètement de la flemmardise intellectuelle. Quand je dis les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, des catégories sociales énormes. Les Arabes sont comme ça. Les Arabes sont comme ça. Les Noirs sont comme ça. Exactement. Alors que par exemple, en Europe, pour l'anecdote, avant d'avoir les Arabes, les Noirs qui étaient là, et avant que les femmes rentrent dans la vie active, on discriminait contre qui? On discriminait selon la couleur des cheveux. C'était les roux. En anglais, il y a un proverbe terrible qui disait « Let heads have no soul ». Les roux n'ont pas d'âme. Et donc, il faut pas s'approcher des roux parce qu'ils peuvent te bouffer ton âme. C'est vraiment des trucs qu'on fait depuis toujours. Ouais. Donc, des ondes fait ça. La catégorisation, c'est une sorte de simplification du monde. Et dans le cas de la discrimination, ouais, on revient au truc des coupables. Genre, les coupables, c'est les juifs, c'est les musulmans, c'est les noirs, c'est les arabes, c'est les... Mais ça nous a aidé dans notre évolution. Ça nous a aidé, la stratégie, mais pas quand elle est appliquée sur des humains. Ça nous a aidé. Je vais te donner un exemple très bête de comment ça peut aider de discriminer comme ça. Sur des humains. Tu es chasseur-cueilleur, tu es habitué à manger des champignons noirs.
J'adore ça. Un jour, tu es en train de marcher dans la forêt, tu te trompes sur un champignon rouge. Tu peux dire, ah, c'est un champignon rouge, ça va être top. Et ça l'avait, soit rouge. Super, waouh, c'est trop cool. Tu bouffes le champignon rouge, tu es malade de fou, tu vomis, tu passes à 2 doigts de la mort. C'est très cohérent de dire, à partir de ce moment-là, je vais fucking éviter des champignons rouges. Je vais pas me dire, non, je vais pas discriminer le prochain champignon rouge, peut-être que lui, il est sympa, je veux pas généraliser. C'est une stratégie cognitive qui va te permettre de survivre, de te dire, en fait, moi, les champignons rouges, je veux plus jamais toucher à ça. Que si tu portes cette stratégie cognitive et tu l'appliques sur des humains, tu rencontres une personne blonde aux yeux bleus qui te fait un sale coup et tu te dis, bah, à partir de ce moment, je vais éviter toutes les personnes blondes aux yeux bleus, bah, c'est une catégorie trop grossière. La couleur des cheveux et la couleur des yeux n'est pas un bon indicateur pour les traits de personnalité d'une personne, alors que la couleur d'un champignon peut être un bon indicateur approximatif de combien est-ce qu'il est dangereux. Si ça se trouve, il y a des champignons rouges qui sont pas empoisonnés. Mais bon, tu vas pas rendre de risque, le genre de principe de précaution pour la survie. Et on fait ça dans tout, genre. Il y a plein de stratégies cognitives. Je sais pas, l'optimisme, on peut imaginer que c'est quelque chose de souhaitable. On veut que quelqu'un s'imagine que le mieux va se passer. Mais tu emmènes une personne optimiste au casino, elle joue, elle perd, elle est optimiste, elle se dit je vais me refaire au prochain coup, elle finit fauchée. Tu prends une personne optimiste pour le climat, bah elle se bouge pas. Ce qui se dit, bah ça va se aller, ça va aller. Mais dans ce cas-là, l'optimisme, qui est une stratégie qui est en général souhaitable, devient un biais d'optimisme. Et donc, pour revenir à notre truc, on essaie de catégoriser, on essaie de comparer, et on essaie de trouver des coupables, et du coup, on essaye d'agir sur les coupables qu'on a désignés. Parfois, ça marche bien. Parfois, on trouve le vrai coupable. Pas des humains. Parfois, on trouve le coupable. Genre, je sais pas, moi, on a une voiture, on reçoit bien, et le coupable, c'est j'ai trouvé ce truc, je l'arrange et je rebats. Mais quand c'est des faits complexes comme des sujets sociétaux, les fake news, les machins, ces stratégies sont souvent pas assez bonnes parce que j'essaye de résoudre à l'échelle individuelle des problèmes qui sont plus des dynamiques interpersonnelles, sociétales, politiques, économiques, etc. Et donc, on se retrouve dans une sorte de flemmardise intellectuelle, c'est vraiment un terme scientifique, genre intellectual laziness, ou, pour prendre la solution facile, je vais dire, en fait, l'inflation, c'est parce qu'il y a trop de migrants, donc il faut que je vote pour des gens qui vont les gérer. L'insécurité, c'est oui, genre, vous avez vu les sans-papiers qui ont violé je sais pas qui, mais du coup, j'oublie tous les viols qui ont lieu par des personnes et je vais rationaliser ce truc en disant qu'on commence à arrêter les crimes des gens qui sont pas supposés être là avant de prendre en compte C'est le terme des violeurs étrangers qui est utilisé, alors qu'en fait, il faudrait s'en prendre à tous les violeurs. Exactement. Mais non, violeurs étrangers, on fait une autre catégorie, et donc il y a plus d'énergie, plus d'attention sur Exactement. une catégorie qui est éculée. Et les personnes vont résoudre leur différence d'outils en disant si on commence déjà par arrêter tous les violeurs étrangers, après on s'occupera des violeurs nationaux. Alors que il faudrait s'attaquer à la source de pourquoi est-ce que les gens sont en train de violer, si on peut la trouver, et surtout, on sera en train de punir plein de gens qui sont pas des violeurs, juste parce qu'ils viennent d'ailleurs. Et c'est une sorte de... Peut-être que moi, je suis maintenant en train de réduire ma dissonance cognitive dans mon idéologie. Ça veut pas dire qu'on peut tomber dans le relativisme et que tout se vaut. Il y a une sorte de continueur. Certaines choses peuvent être plus vraies que d'autres. Et c'est là l'importance de ce qu'on appelle, dans les systèmes complexes, de bon niveau explicatif. Genre, à quel niveau est-ce que quelque chose se joue? L'exemple que je t'ai donné avant commence à enregistrer, c'est il y a un accident de voiture. Je peux expliquer l'accident de voiture par les atomes de la carrosserie. C'est pas le bon niveau explicatif. Personne a un accident et se dit je vais aller ramener un microscope atomique et essayer de voir comment est-ce que les liens covalents de l'acier de ma carrosserie. Le bon niveau explicatif, c'est par exemple l'état de la chaussée ou est-ce que le conducteur était alcoolisé. De la même manière, si je veux lutter contre quelque chose comme les fake news, pour prendre un autre exemple, le bon niveau explicatif, c'est pas vraiment le cerveau de l'individu, ni ses biais cognitifs. C'est sûr que les biais cognitifs sont impliqués, de la même manière que les atomes de la carrosserie sont impliqués dans l'accident, mais le bon niveau explicatif, c'est est-ce qu'il y a un effet de répétition, est-ce que les algorithmes sont en train de montrer la même news de plein de sources différentes en sachant que on a une porosité mécanique. Si tu vois le même message qui arrive de partout, tu commences à dire là peut-être que c'est vrai. Est-ce qu'il y a les médias traditionnels, les politiques qui sont des figures d'autorité qui sont en train de répéter le truc? En gros, ça va jouer à une échelle qu'on appelle l'échelle méso, l'échelle sociale. Mais aujourd'hui, on va dire, ah non, c'est l'individu et ses biais cognitifs. L'usage excessif des écrans et des réseaux sociaux, on va dire, ah ouais, c'est le sucre de dopamine. Il y a même des gens qui vont aller vendre de la dopamine détox. Alors que c'est pas du tout le bon niveau explicatif. C'est juste que si tu as un podcast et tu vas sur YouTube, ben, ton podcast, personne ne le voit.
Si tu es pas sur Spotify, personne ne l'écoute. Si tu es un designer graphique et tu as une base Instagram, bah ça marche pas. Si tu es un restaurateur et tu es pas sur Google Maps, personne ne peut te trouver. C'est une organisation sociétale. Ces plateformes sont devenues centrales dans nos sociétés. Donc, on est obligé de les utiliser. Sinon, on accepte de vivre en retrait de la société. Mais on va quand même invisibiliser tous ces niveaux explicatifs, plus macro, plus méso, plus moyen, et se réaliser sur l'individu, sur son cerveau, et donc quelque part instrumentaliser les neurosciences pour faire de l'idéologie politique ou des trucs mercantiles. Donc, je te dis, tu utilises que 10% de le cerveau et je te vends un truc pour booster à les 80, ou je te dis, oui, tu es tout le temps sur ton téléphone, je vais t'apprendre à faire de la dopamine détox. Donc ça, c'est le côté tu payes, c'est le côté mercantile, ou le côté idéologie. On fait rien pour le climat à cause de notre cerveau. Les fake news, c'est à cause des biais cognitifs. La dépression, c'est un dérèglement dans la chimie du cerveau. Les burn-out, parce que la personne est faible, etc. Et on peut faire ça avec notre vie psychique, parce que on la voit pas, notre vie psychique, alors que notre limite physiologique, si on reprend les limites physiologiques, on les comprend très vite intuitivement en grandissant. Genre, je sais que je peux pas ouvrir la fenêtre et sauter du 3e étage. Je sais. Je sais que je peux pas aller porter une voiture. Mais pour notre santé mentale, on vit comme si elle n'a pas de limite. Donc quelqu'un qui bosse 14 heures par jour, du lundi au dimanche, qui voit pas de potes, qui n'a que son boulot, qui fait un burn-out, on va lui dire, on va te payer une formation de résilience. Alors que c'est complètement absurde. Avec le corps, on ferait jamais ça. Imagine que moi, je prends une batte de baseball, je viens et je te pète le genou, ton genou se casse, et je te dis, en fait, ton genou, il est trop faible pour faire de la rééducation des genoux pour que tu puisses supporter des coups de batte de baseball sur ton genou. C'est pas possible. Tous les coachs coach développement personnel, c'est intéressant. En fait, tout ça, ce sont que des pansements sur c'est de la pommade en quelque sorte, sur un truc qu'on ne remet pas fondamentalement en question. C'est nos modes de vie et nos interactions sociales de base. Exactement. Et mais alors c'est drôle parce il y a beaucoup cette méthodologie de remettre la faute sur l'individu. J'ai l'impression que c'est le système économique un peu aujourd'hui. C'est L'idéologie, c'est individualiste, de l'ultralibéralisme, bien sûr. Et donc on a plus cette tendance à effectivement, c'est un peu l'argument de Macron qui avait sorti il y a quelques années, hein, le président, qui était tu veux un boulot, tu traverses la rue, ouais, tu traverses la rue, tu auras ton boulot. Cet aspect de méritocratie, tu vas y arriver. Ah, il suffit de travailler sur ton front, tu y arrives, sans prendre en compte les ressources. On met tout ça Voilà, tout ça n'existe pas, sans prendre en compte le déterminisme social aussi en partie, alors qu'il ne fait pas tout. Et c'est toi, et t'as tout sur tes épaules. Mais ça en devient effrayant, parce que là, du coup, on doit tous essayer ensemble, en tout cas, d'avancer dans la même direction politiquement. Politiquement, malheureusement, quand on regarde les résultats à l'échelle mondiale, ça varie un petit peu, mais globalement, ça ne va pas dans le sens des pays planétaires du tout. Ça se déchire beaucoup. Moi, je voulais qu'on aborde l'aspect de la conformité et aussi, tu sais, il y a le conditionnement. Tout le monde connaît cette expérience. Je crois que c'est l'expérience de Pavlov qui fait qu'on fait sonner une cloche, le chien il vient manger, il s'habitue et il y a une réaction physiologique qui se crée. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est à partir du moment où je suis habitué à des résultats positifs, est-ce que je vais entreprendre quelque chose en étant conditionné à ce que le résultat soit positif, comme à l'inverse, je suis un militant écologiste, je ramasse des mauvaises nouvelles et des mauvaises nouvelles, je suis chercheur scientifique, mauvaise nouvelle, qu'au final, dans ta vie de tous les jours, dans tes actions, en fait, tu pars défaitiste, mais en gros, que ce soit un conditionnement dont tu ne viens pas conscient. Il faut essayer de comprendre un peu conditionnement et conformité, si on pouvait aborder ces thématiques. Alors, sur la conformité, c'est quand je vais suivre un groupe. Dans la conformité, là aussi, on ne peut pas comprendre la psychologie humaine en regardant juste la psychologie humaine. Il faut tout le temps prendre en compte cette boucle de rétrocontrôle. La psychologie, le corps et l'environnement. Et donc, dans la conformité, comme dans les biais, il y a des conformités qui sont bonnes, des conformités qui sont pas bonnes. On appelle ça, je veux dire les mots techniques, tout ça, tout le monde au courant. Il y a 2 types de conformité principalement. Ce qu'on appelle la conformité normative, c'est quand je suis quelqu'un parce que je veux faire partie du groupe. En gros, c'est quand on dit les gens sont des moutons. C'est inconscient, ça. Ou c'est conscient? Non, c'est inconscient. Et l'expérience la plus connue de cette conformité normative, c'est une expérience d'un mec qui s'appelle H, dans les années 70, où il montre 3 barres et une barre cible, et les 3 barres ont 3 tailles différentes, et la barre cible correspond à une barre. Il faut dire laquelle correspond à laquelle. C'est une tâche hyper facile. Ce que les participants ne savaient pas, c'est que dans la pièce, ils étaient genre une dizaine. Tous étaient des complices de H, sauf la personne cible, qui est genre à la 5e position.
Donc, disons, la bonne réponse, c'est 3. Premier participant dit 3, 3, 3. Le tour du participant arrive, il dit 3, très bien. Mais à un moment, H dit à ses complices de donner tous la même mauvaise réponse. Et donc, la 4, disons la numéro 4, alors que c'est vraiment très clair quelle est la bonne réponse, le participant se conforme. Il suit le groupe, alors que, clairement, il y a d'autres sujets, il a peur d'être jugé, etc., etc. Et donc, ça, c'est la conformité normative, qui est pas souvent souhaitable. Genre, comme je me mets à fumer parce que tous mes potes fument, je me mets à croire à une théorie du complot ou à une théorie scientifique parce que tous mes potes sont scientifiques ou sont dans la théorie du complot, etc. Je me conforme au groupe parce que je me sens bien dans ce groupe, j'ai pas envie d'être exclu, j'ai pas envie d'être jugé, donc je m'en vais. Petite digression, t'es d'accord que les réseaux sociaux incitent à ce truc-là, pour des raisons économiques? Pour des raisons, pour que tu restes sur le réseau. En gros, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux vont te montrer n'importe quoi si ça te laisse sur le réseau social. Confort. Si tu aimes les chats, on te montre des chats. Si tu aimes voir des gens qui ont une opinion complètement opposée à la tienne, mais l'algorithme remarque que tu es très engagé, que tu vas commenter, que tu vas t'énerver, donc tu vas rester sur la plateforme pour ça. Et s'il faut que tu te montres des gens qui pensent comme toi, où tu te sens que genre, ouais, c'est nous les intelligents et nous c'est des cons, ou te montre ça. Et chers abonnés, vous n'échappez pas à cette règle en étant sur cette vidéo qui vous a été suggérée par YouTube. Ici, ça vous conforte dans votre volonté, votre quête d'en savoir un peu plus sur le monde aussi. On n'échappe pas à cette règle. Ou le contraire, ou c'est des gens qui détestent le sujet, qui pensent que c'est de la merde, mais qui vont énormément commenter pour dire ah t'es un vendu du système, encore un mec qui est contrôlé par je sais pas Soros ou je sais pas qui, Oui, etc. voilà, on a ça parfois avec Greta Thunberg. Ça dépend. On est celui-là, Regardez celui-là, si vous voyez cette vidéo, l'algorithme estime qu'il y a une raison pour que vous voyez cette vidéo. Parfois même, c'est même pas personnalisé. Parfois, ils se disent, en fait, moi j'ai 42 ans, des mecs de 42 ans qui vivent dans Paris 10 sont en train de regarder cette vidéo, donc je vais la montrer à Albert qui a 42 ans qui vit dans Paris 10. Parce que ce groupe social sont que fait intéresser vraiment par ça. L'algorithme, au bas, il y a des tonnes de signes, mais c'est des signes indirects. Donc ça, c'est la conformité normative. On se conforme parce qu'on veut faire partie du groupe. Il y a une autre conformité qui est ce qu'on appelle la conformité informationnelle. La conformité informationnelle, c'est quand j'ai une sorte d'humilité intellectuelle de me dire, en fait, moi, j'ai envie de créer ma chaîne YouTube. Je m'y connais pas du tout. Toi, tu as ta chaîne YouTube, tu as ton podcast, tu le crées, il réussit assez bien. Je vais me dire, est-ce que tu peux me donner des conseils? Et ce que tu me dis, je vais me conformer sur tes conseils. Parce que je réalise que tu t'y connais mieux que moi. Et donc, je vais me conformer à toi. Et dans ce cas-là, c'est hyper utile. Parce que ça permet une sorte de division des tâches tout ici, où on devient tous en quelque sorte les garde-fous les uns des autres. Et on se conforme informationnellement sur des tonnes de trucs physiques. Par exemple, tu t'es conformé sur Lumix pour te créer une caméra qui marche. Je me suis conformé sur, je sais pas qui a fait ce pull, pour qu'il me fasse mon pull. Je me suis pas dit que je vais faire moi-même mes chaussures. Je me suis conformé sur Vans pour me faire des chaussures qui vont être confortables, etc., etc. La conformité informationnelle, c'est quelque chose qui est bon. Je me conforme sur les conseils de mon médecin si je suis malade, sur les conseils d'un architecte si je veux construire une maison, etc., etc. Le problème, c'est que souvent, on veut pas ce qu'on appelle la publicité. La publicité va être une mauvaise chose, parce que la publicité, on veut donner l'illusion d'une conformité informationnelle, alors qu'il y a un truc caché derrière. La personne n'est pas en train de donner une information de bonne qualité. Elle prétend qu'elle fait ça, mais en fait, elle veut me faire acheter un truc. Par exemple. Donc, je vais me retrouver avec offre incroyable, machin, machin. En fait, c'est du mensonge. Et surtout, parfois, je peux décider que je veux pas me conformer informationnellement, parce que je considère que ce mec est un vendu, ce mec machin, et je me dis, je vais faire mes propres recherches. Et moi, je vais décider comment soigner moi-même mon cancer. Ou bon, je vais... Donc, conformité normative, conformité informationnelle. C'est difficile parfois de faire la part des choses, mais on a besoin des deux. Parfois, il faut se conformer normativement, parce que le groupe, c'est bien. Si quelque chose de peut être très important, c'est pas très grave. Il faut surtout se conformer informationnellement, parce qu'on n'a pas les ressources cognitives nécessaires pour qu'on soit tous experts dans tout. Je peux pas réalistiquement me dire je vais m'y connaître en économie, en sciences du climat, en neurosciences, en génétique, en chômage, en OGLM, etc., etc. Il faut que j'identifie des gens et je me conforme. Sauf que comment est-ce que je vais identifier ces gens? Comment est-ce que moi je vais savoir que si je veux m'informer sur le climat, je dois aller sur la chaîne limite et pas sur la chaîne les dinosaures ont survécu au changement climatique parce que ça n'a rien à voir avec les humains. Et c'est là où les dynamiques sociales deviennent importants. Déjà, il y a ce qu'on appelle la cohérence systémique. Tu as touché un mot il y a quelques minutes quand tu as parlé des injonctions paradoxales. C'est-à-dire si moi, disons que moi je me conforme en général à l'État. Je dis l'État, l'État me dit, si vous m'élisez, le chômage va baisser. Le chômage ne baisse pas. Je commençais à perdre confiance, parce que pour se conformer informationnellement à quelqu'un, il faut lui faire confiance. Je vois, me conformer en message, je pense que c'est une brèche.
Quand on commence à avoir un système qui crée des injonctions paradoxales, donc par exemple, pendant la pandémie, quand le gouvernement nous dit il faut pas sortir de chez vous, mais allez voter pour les élections municipales. Quand on me dit il faut qu'on fasse des efforts parce que c'est la crise, et je vois qu'il y a un ministre qui a organisé un dîner à 15 000 balles pour 5 personnes, etc., notre cerveau est comparatif. Ça crée des sortes de failles dans la confiance systémique parce que le système n'est plus cohérent avec lui-même. Donc on me dit, il faut qu'on fasse des efforts pour le climat, mais on ne veut pas interdire les jets privés en interne pour les ultra-riches. Je vais à un moment me dire, en fait, moi je ne vais plus me conformer à eux, je vais essayer de trouver d'autres gens, et c'est là où on voit une recrudescence des tas de personnes qui s'y connaissent pas particulièrement. Par exemple, si on prend l'exemple de la médecine, on va voir émerger ce qu'on appelle des médecines alternatives, qui plein de fois ne font rien, c'est vraiment hyper dangereux. Et l'idéologie dominante va aller dire c'est la faute des gens qui croient en médecine alternative, ils sont trop cons. Et on oublie de voir qu'en fait le problème c'est l'incohérence systémique où les médecins traditionnels, pour prendre rendez-vous il faut attendre 6-7 mois. Quand ton rendez-vous arrive, ton médecin passe avec 3 minutes, te dit voilà l'ordonnance parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il a 70 patients, parce qu'il est en sous-effectif. Donc le médecin aussi est victime de ces injonctions paradoxales. On lui dit tu dois faire du soin et tu dois le faire hyper vite, en sachant qu'on ne peut pas faire du soin vite si moi je suis thérapeute. Imagine que maintenant mes cours de consul, je dois les faire en 10 minutes. C'est pas possible. Et donc les gens se disent, en fait, ces gens-là, les médecins, l'hôpital, machin, clairement ils s'en foutent de ma gueule, alors que mon chiropracteur, ostéopathe, acupuncteur, il me demande comment va ma famille, comment va ta fille, et ton chien. Ça a été les vacances, mais ils avaient passé où? Ah ouais, moi aussi j'ai été dans le Vercors. C'est vraiment super, j'ai été dans ce village. Il se passe ce mec, en fait. Puis, il s'en fout pas de ma guerre. J'ai passé 45 minutes avec lui. Et on invisibilise toutes ces injonctions paradoxales, toute cette incohérence systémique, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, dire c'est la faute à la personne. Ah, tu as vu, lui, il a soigné son cancer avec de la pommade d'arnica. Le con. Non, il est pas con. Le contexte informationnel l'a poussé à se conformer informationnellement sur une mauvaise source, parce que la bonne source l'a quelque part abandonnée à cause de contraintes qui sont souvent politiques et économiques. Moi, je veux... j'ai une personne que je connais, c'est privé, mais j'ai une personne que je connais qui a reçu, qui devait aller faire une mammographie pour un cancer du sein. Elle fait sa mammographie, on lui dit on t'envoie le rapport dans la soirée, elle rentre à la maison, elle reçoit son rapport, elle a un cancer du sein. Il faut qu'elle parte voir le médecin pour en parler. Le médecin n'est pas disponible avant 3 mois. On vient t'annoncer un truc. On vient t'annoncer que tu as un cancer, tu te dis je vais mourir. Et c'est beaucoup de réalité, ça se passe dans Et tu dois rester seul pendant 3 mois. Alors que si elle va aller voir un magnétiseur, énergétiseur, le lendemain, il passe 4 heures avec elle. Ouais. Pour lui dire comment tu vas. Ah oui, ça doit être trop dur. Lui donne une boîte de mouchoirs. Si tu veux pleurer, n'hésite pas à m'écrire. Tu peux m'appeler. Le truc, c'est que ça fait du bien. Bien sûr que ça fait du bien. Bien sûr, on est des êtres sociaux. Le contact social, on appelle ça des effets contextuels. Le contact social est déjà une grande partie de la réalité avec cette situation. Et tu te restes dans quelque chose qui fait du bien, mais bien sûr, qui va pas forcément te soigner, mais qui va pas soigner ton cancer, qui risque même de faire en sorte que de t'éloigner de ce qui pourrait être soigné. C'est-à-dire le moment où ton rendez-vous chez ton médecin arrive, chez ton oncologue arrive, je vais plus y aller. Parce que le mec qui a pris du temps avec moi, ou la meuf, machin, m'a dit que je vais me soigner en buvant des jus frais, de gingembre et de je sais pas quoi. C'est là parce que si on transpose ça à tout le reste, en fait, on explique beaucoup de mots de la société qui sont en fait, non pas, enfin oui, on remet la faute sur la demoiselle en disant elle est bête, c'est stupide, ou alors elle a été chez un charlatan. Je veux dire, ok, non, mais il y a un contexte, il y a une réalité, il y a des choses qui ne tournent pas rond. On est dans un système qui est de plus en plus oppressant, où tout va vite, où en fait, limite qu'un numéro, qui fait que même des personnes, je pense que c'est intéressant. Ça nous amène en fait au phénomène de la Trumpisation des États-Unis avec des gens qui ne savent plus payer leurs soins de santé. Il y a une sorte de destruction de certaines couches sociétales qui font que des gens avaient accès, n'ont plus accès, sont un peu devenus des parias et donc se retrouvent dans des pauvres. Ils tentent tant bien que mal de survivre psychologiquement, de se faire du bien à eux-mêmes, tout en alors allant dans un sens qui est destructeur peut-être éventuellement pour d'autres qui sont pas des bonnes politiques, etc. Enfin, de nouveau, qui suis-je pour dire que c'est une bonne ou mauvaise politique? Enfin, ça devient dépendant presque du hasard, tu vois. Voilà. Et c'est plus dépendant sur des compétences. C'est ça. Il y a des groupes, par exemple, en Angleterre, il y a une recherche qui a été faite. Une grande partie, je me rappelle plus des pourcentages, mais genre au-dessus de 50-60% des patients qui sont sous antidépresseurs, et qui veulent arrêter leur antidépresseur, qui ne trouvent pas de rendez-vous avec un psychiatre, créent des groupes
aidant de patients où ils s'accompagnent dans leur sevrage de leurs antidépresseurs ensemble. Donc, je t'appelle, toi, tu as pris des antidépresseurs et moi, je suis sur le même antidépresseur. On a un groupe d'ex-patients. Dis, OK, moi, je suis en train de prendre des citalopram. Comment tu as fait? Tu vas me dire, en fait, tu réduis de 25 mg les 2 premières semaines, puis 25 autres milligrammes, puis tu attends un mois, puis tu diminues, machin. Et ils sortent de vite. Et dans ces cas-là, parfois, c'est très bien. Parce que c'est mieux qu'une personne qui sert seule ou qui continue parce que son médecin ne peut pas l'avoir. Mais le problème, c'est que ça devient un peu aléatoire. Parfois, tu vas tomber sur des groupes alternatifs qui sont respectueux et bon machin. Et parfois, tu vas tomber sur des salauds finis qui veulent juste te prendre chaque centime que tu as dans ta poche jusqu'au bout du monde, en faisant payer une formation par là, un stage silencieux par là, une retraite de gommage par bouse de cheval par-ci, pour ses vertus médicinales, et tu te retrouves malade, fauché, coupé de ton cercle social, parce qu'on te dit, ah, ces gens sont néfastes pour toi, donc on veut vraiment, c'est vraiment comme une sorte de fonctionnement sectaire. Totalement. Et du coup, et on dit, c'est leur faute. Alors que, il y a toute cette, le cerveau est indépendant du contexte, on a une cognition incarnée, il y a un fonctionnement systémique qu'il faut prendre en compte. Et on retrouve la même chose si on revient sur le climat. Je vois quelqu'un qui prend un avion, je me dis, putain, il est irresponsable. Mais en fait, cette personne est matraquée toute la journée dans le métro sur des pubs Paris-New York pour 20 €, dans des films, on dit, ah, il faut au moins avoir visité New York une fois de sa vie, etc. Et ben, la personne, elle va pas sacrifier sa vie. Juste parce qu'on lui dit, et potentiellement, il va y avoir un déluge, je sais pas où, quelque part. On dit, ah, les gens sont encore en train de manger de la viande, sauf que si je veux manger, moi, un truc vegan, si on n'est pas dans une grande ville un peu bobo hipster, bah, il faut que je conduise 20 bords pour y aller, alors que j'ai 20 McDo pour arriver de chez moi jusqu'à ce truc. Évidemment que je vais aller au McDo. Je suis étudiant, j'ai pas le sou. Je veux manger pas cher. Moi, je vais aller me prendre un kebab. Et de nouveau, il y a toujours un petit dénominateur commun qui vient, c'est que ça nous fait du bien. Enfin, on va vers des choses qui nous font du bien. Et pas juste du bien, mais aussi qui sont facilement accessibles. On avait ça, la friction. On va aller sur ce qui a le moins de friction. ben, ça fait du bien, un peu. Oui, parfois, c'est la chose qui est Plus facile. Oui, parfois, ça peut faire Ben, du bien. c'est vrai que vraiment, je devrais définir faire du bien. C'est-à-dire que si maintenant je vais dans la difficulté et puis je vais faire quelque chose qui est plus facile, mais qui ne pense pas forcément de bénéfice long terme, j'y vais parce que sur le moment, avant peut-être ta dédication, tu comprennes, mais effectivement, je veux dire, juste la nourriture qu'on mange, il y a des goûts différents. Alors, tu sais quoi, tu te fais du bien à l'instant T, Oui, quoi. mais surtout, on appelle ça les choix par défaut. Aussi, je suis habitué à faire ça. Non, mais si quelqu'un vient et me dit, tu vas manger, je sais pas, de l'aubergine grillée au quinoa, versus tu as mangé une entrecôte alors que j'ai grandi avec le choix par défaut étant l'entrecôte, et il y a de l'entrecôte dans tous les restos de mon quartier, alors que l'aubergine au quinoa, il faut aller au fin fond de la ville, ça va payer 3 fois plus cher. Bah, j'ai faim et j'ai le boulot et j'ai une pause déjeuner de 30 minutes. Zen, quand c'est le fresque est génial du cerveau, tout ce que tu es en train de me raconter, parce que tu me ramènes sur des éléments de ma vie. Peut-être que vous aussi, vous avez ça de votre côté, à ceux qui me regardent ou nous écoutez sur les plateformes de streaming, telles Spotify et le reste. Moi, par exemple, j'ai réduit ma consommation de viande. Et pourtant, quand je suis dans un contexte, j'arrive, par exemple, dans un restaurant où je mangeais la viande à fond avant, j'y arrive, je passe devant, j'ai cette envie, c'est d'y aller. Et un jour, on y va, je dis là, je vais prendre autre chose dans la carte. Non. Je reprends le truc, ça me fait du bien, ça me ramène dans le petit moment du passé, etc. Je le fais. Et donc, c'est la question du conditionnement aussi. Je voudrais un peu savoir, est-ce que lorsqu'on prend ces habitudes-là, en fait, on se conditionne, qui fait que on devient, entre guillemets, prisonnier de sa propre condition, dont on se rend même pas compte. J'essaie d'avoir des cultures de compréhension. C'est sûr que quelque chose qu'on fait, on aura tendance à continuer à le faire. Mais ce conditionnement, il dépend pas juste d'une sorte de ma volonté. Il dépend aussi de plein de facteurs connexes à ça. C'est-à-dire, le conditionnement, aujourd'hui, on n'est plus dans le même schéma que Pavlov, qu'on appelle le conditionnement classique, qui existe encore. Mais souvent, on a remarqué que c'est des conditionnements aussi beaucoup plus généraux, dans le sens où il y a le conditionnement classique, mais il y a aussi, est-ce que tu vas avec un groupe de potes? Est-ce que c'est un endroit qui a un attachement émotionnel pour toi? Donc tu peux retrouver quelque chose dans ça. Est-ce que ça a une fonction? Tu vas aller sur un truc hyper cool parce que tu peux prendre sur Instagram, poster et montrer que tu as été là. Et donc ces choix, et surtout, est-ce que ces conditionnements sont devenus ce qu'on appelle un choix par défaut? C'est-à-dire, c'est des choix qui sont quasiment pas coûteux parce que c'est par défaut. Par exemple, on se réveille, on s'habille, c'est une sorte de choix par défaut.
Je me demande pas tous les matins, est-ce que je veux m'habiller ou est-ce que je veux sortir à poil aux gens. Tu baisses, tu fais ça automatiquement. Tu te réveilles, tu te brosses les dents. Le but du brossage des dents chez les enfants, c'est de faire en sorte que ça devienne un choix par défaut. C'est-à-dire, ils ne se posent plus la question. C'est pas est-ce que j'ai envie de me brosser les dents aujourd'hui ou pas. On parlait tout à l'heure de nos enfants. C'est vraiment, le but, c'est de créer des choix par défaut pour des choix par défaut qui sont sains. Se brosser les dents, dormir assez d'heures, boire assez d'eau, manger de manière saine, etc. Mais parfois, dans notre vie, on acquiert des choix qui deviennent des choix par défaut qui sont néfastes. Donc, comment est-ce qu'on les sort? On n'est pas prisonnier, point, et c'est fini. Mais c'est sûr qu'il y a un coût. Et la plus grosse erreur que je vois souvent, c'est de croire que le coût, c'est une question de volonté. Par exemple, le GIEC parle de quelque chose dans la transition écologique, il dit, en fait, la transition écologique nécessite ce qu'on appelle des conditions facilitantes. En anglais, ça s'appelle enabling conditions. Il y a des conditions qui peuvent aider à changer des choses. Imagine que moi, je fume des pétards. Je fumais des pétards avec mes potes. Je vais arrêter. Mes potes sont encore contents. Je vais faire un truc hyper classique, pas du tout autobiographique. Fume des pétards, on joue à FIFA. On se retrouve chez un pote, FIFA, pétard. Moi, je vais arrêter. Un classique pour beaucoup de personnes. Un classique pour beaucoup de personnes. Moi, je veux plus fumer. Mes potes, ils se sont pas encore. Je vais pas pouvoir les forcer. Je peux essayer de les persuader. Pour le moment, ils disent, alors, tu fais chier. Moi, je veux fumer mon pétard et je joue à FIFA. Moi, je vais arrêter. Évidemment que si je me dis, je vais arrêter et je vais à la soirée pétard FIFA, je vais pas pouvoir. Les conditions facilitantes ne sont pas là. Je suis en train de m'enfoncer. C'est un peu comme une sorte de rail de train. Et le but, c'est de voir comment est-ce que je peux ne pas monter dans le train. Mais une fois que je suis dans le train, c'est pas ma volonté qui va me permettre de sauter. Certaines personnes vont écrire peut-être dans le commentaire, moi j'ai réussi. Et bien sûr, il y a des gens qui réussissent. Oui, mais sur Hugo. Mais oui, exactement, il y a le pied du survivant. C'est-à-dire on est en train juste de compter des gens qui ont réussi et pas les gens qui me réussissent là. En sachant qu'il y a d'autres formes de choses qui peuvent marcher. Peut-être par exemple, pendant une période, je vais traîner avec un autre groupe qui fume pas, mais qui joue à FIFA quand même. Ou je vais plus jouer à FIFA, je vais traîner avec les mêmes potes, mais quand on sort boire, parce que je m'imagine que nous, notre soirée, c'est on va au resto, puis on boit des verres, puis on rentre tous chez un pote à son appartement pour finir la soirée FIFA pétard. Peut-être que je devrais rentrer chez moi avant d'arriver à l'appartement de mon pote. Quelles sont les conditions qui me mènent à ce comportement? Et comment est-ce que je peux changer les portes de sortie qui ne dépendent pas juste de ma volonté? Parce que c'est très rare, les personnes qui juste... Je connais des gens qui ont fumé 20 ans des clopes, pas nécessairement de bêta, et qui un jour se sont regardés comme ça, ont pris leur paquet, l'ont balancé par les filles, et c'était fini. Mais pour la majorité maintenant, pour des comportements plus complexes, là, la clope c'est un exemple un peu particulier, mais pour des comportements plus complexes, le comportement alimentaire, le comportement de vacances, nos comportements politiques, la manière dont on se parle, le regard qu'on a sur les autres, sur les immigrés, sur les noirs, sur les arabes, sur les juifs, sur les musulmans, etc., nécessite de prendre en compte quelles sont les conditions facilitantes qui font ça. C'est très compliqué, ça demande d'affronter, de s'affronter, ça demande de se regarder dans la glace. Et j'ai l'association, en tout cas, je m'en donne une frustration, il est très cachant que le système scolaire nous a absolument pas du tout appris à faire ça. Non. Que si t'as la chance d'être né dans un très bon contexte où tes parents avaient le temps, ont creusé ces questions-là, ont eu l'expérience de vie qui te permettent à toi, à mentionner moine tibétain chez les bouddhistes, et c'est génial, où c'est inculqué directement, ce genre de principe, enfin, entre guillemets, à travers d'autres mécanismes. Si t'as pas ça, c'est difficile parce que tu portes ça en toi, tu évolues dans le monde avec toi. Ça peut être toxique entre guillemets vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis d'autres. C'est quelque chose que ça. Tu as bien la chance. Si tu as la chance de tomber dans des conditions facilitantes pour des comportements vertueux, tant mieux. Dès que tu as la malchance d'être né dans des conditions facilitantes pour des comportements vicieux ou qui te font du mal, indépendamment de qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est qu'on les met dans le sujet. Bah tu vas devoir galérer beaucoup plus pour les défaire. Et apprendre à désapprendre, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. C'est très compliqué, il faut être entouré, il faut être accompagné de nouveau. Tout ce que tu as raconté, ça dépend beaucoup du contexte social dans lequel tu évolues. Et si t'es là, philosophe, et tu poses des questions et que personne dans ton entourage c'est du genre à se poser des questions, et là tu te retrouves seul et tu peux rien faire. C'est ça. Donc, quels sont éventuellement, et là c'est plus d'un point de vue personnel, donc c'est dans nos interactions, les dîners de Noël avec tonton climato-sceptique, votre entourage, ou même éventuellement d'autres personnes aussi qui se sentent incombées d'une responsabilité de devoir éveiller les gens sur les milieux planétaires. Comment faire pour
déjà se sentir un petit peu mieux soi-même, de ne pas lutter à contre-courant, et malgré tout, peut-être tenter de faire évoluer la société et les gens autour de nous. C'est une très vaste question, hein, mais par quoi est-ce qu'on pourrait commencer et continuer? Quel chemin on devrait arpenter? Et après, j'ai plein d'autres sujets que je voudrais aborder avec toi. Effectivement, c'est un vaste sujet, parce que l'individu est important, mais la question, c'est comment est-ce qu'on fédère pour systémiser quelque chose. C'est-à-dire, quand on regarde des changements sociétaux qui ont eu lieu dans l'histoire, c'est très rare que ça soit genre une sorte de prise de conscience comme ça d'un coup. Je sais pas, par exemple, la clope, on a su que la clope tuait des millions de personnes, et ça a mis une éternité avant qu'on passe une loi pour ne pas fumer en intérieur. Il a fallu 8 mois. Moi, j'étais en France quand il y a eu la loi qui est passée. La veille, dans les JT, il disait demain, plus de café chlore, ça va être la zizanie, machin, machin, machin. Et ça est passé, vraiment, il y a eu genre peut-être 2 bars dans toute la France qui ont dit non, on refuse dans 2 jours, et puis c'est passé. Pourquoi c'est passé? Parce qu'il y avait une préparation des terrains. Donc l'individu est nécessaire pour que quand la systématisation arrive, elle est acceptée. Mais il y a quasiment pas de comportements qui vont changer pour tout le monde, juste à partir de l'information. Donc comment on fait? Il faut s'organiser, il faut trouver des groupes, il faut discuter avec son tonton qui va du sceptique, mais pas être obsédé par lui. Donc déjà, il faut renforcer les gens qui sont convaincus. Il faut changer nos contextes, proposer de nouvelles alternatives, qu'il y ait de nouveaux restaurants, qui sont plus locaux, qui sont en train d'ouvrir, et soutenir. C'est un travail de longue haleine, et surtout, et je vais laisser là mon côté un peu plus dépité, et aussi à un moment, la merde va faire qu'on bouge. Moi, j'ai travaillé sur le télétravail avant Covid. Toutes les boîtes disaient stop. J'avais des boîtes qui me disaient j'ai un réunion avec un client très important à New York, on peut pas signer mon travail. Il y avait Skype, il y avait toute la technologie qui était là. Covid débarque. En 2 semaines, ces boîtes et télétravail, c'était possible pour d'un coup. Et on croissait dedans là. Mais on est resté dedans. Après là, il y en a qui essayent de revenir dessus. Enfin, tiens, vous le complète. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le réel a forcé le changement. Là, je suis sûr que tu as vu, les 3 derniers jours, donc, je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais là, on est en octobre 2024, et il y a eu des ouragans de dingue en Floride. Et ben, ils vont devoir se bouger. Quand la saison des ouragans va passer, il va falloir voir comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer ça. Après, est-ce qu'ils vont réduire leur dissonance cognitive en disant merde parce que trompé, il y a un réchauffement climatique? Est-ce qu'ils vont dire c'est les démocrates, Trump a commencé à dire comment est-ce que les ouragans sont juste en train de toucher les États républicains? Est-ce que les démocrates ont une arme contre les ouragans? Oui, c'est ce qui tourne beaucoup là, dans le corps de Trump. Dissonance, Chez Maca. Les aléas, ils sont en train de dire, comme par hasard, tous les ouragans sont en train de toucher la Floride, qui est républicaine. Comme par hasard. Oui, comme par hasard. Et les ouragans ont toujours tapé la Floride, donc il faut généralement, autre que la Louisiane, mais ces zones-là. Mais oui, ils sont en train d'y croire, quoi. Ils sont en train d'apporter, encore une fois, il faut garder en tête que il n'y a pas juste nous, il y a des récits. Il y a des gens qui ont une volonté que certains récits percolent dans la société plus que d'autres. Donc, on est en train de parfois débattre, et je pense que c'est une bonne manière de garder en tête, pour s'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont activistes, etc., quelle porte de sortie est-ce que vous êtes en train de garder aux gens dans leur dissonance cognitive? Quelle porte de sortie est-ce que vous êtes en train de proposer? Souvent on me dit, Albert, est-ce que la peur est en bon levier pour le changement climatique? Ben, ça dépend avec qui. Ça dépend, est-ce que la peur, c'est quelle porte de sortie? Si je suis face à un épicurien qui veut tous les soirs bouffer l'entrecôte, machin, et je vais le culpabiliser, il va pas abandonner son comportement, son choix. Il va dire, ah putain, ça va finir, donc il faut que j'en profite au maximum maintenant, exactement, avant que ça soit la merde. Mais si je suis avec quelqu'un qui est pas hyper attaché, ben la peur va être utile à lui. Tout le temps, gardez en tête, c'est comme s'il y a 3 portes. Changer de comportement, changer de croyance, changer de sens. Laquelle est-ce que moi je vais proposer pour qu'elle soit celle qui a le moins de coût à la personne qui est en face de moi. Pour certaines personnes, changer de comportement, c'est ce qui a le moins de coût, et la personne va changer de comportement, elle va se dire, ok, en fait, tu m'as convaincu, je ne vais plus acheter des t-shirts fabriqués en Chine par des en club. Pour d'autres, si je suis hyper maga, et si j'accepte que je vais devoir vendre, j'ai un camion de ouf, un Dodge Charger énorme qui boit de l'essence pour chaque kilomètre, et tu viens et tu me dis que je vais devoir l'abandonner alors que c'est le sens de ma vie, bah, je vais te dire non, c'est les démocrates qui sont en train d'envoyer des ouragans. C'est pas ça. Donc, là, gardez en tête quelle stratégie cognitive est-ce que je suis en train de faciliter pour que la personne puisse faire ce changement, en sachant qu'on est un groupe, en sachant que le but ultime, c'est la systématisation. Pour moi, c'est vraiment une course contre la honte. Soit on arrive à passer des lois
ou des normes sociales, parce que c'est pas juste des lois, la civilisation doit passer par des normes sociales, etc., etc. Soit le réel va venir, le réchauffement climatique va venir nous écraser, un peu comme Covid. On va tous marcher au pas, en rien chaud. Biodiversité, pollution chimique, pesticides, tout ça nous Ramener sur rien et nous ramener sur. D'accord. Et tu penses qu'à ce moment-là, bah, c'est plus facile, effectivement, de se réorganiser. Si j'ai raison. Si tu vois ton robinet, il n'y a pas d'eau, ben, fais tout vois comment tu ramènes. Voilà, exactement. Mais ça va se faire dans la violence et tout, parce qu'on devra le faire dans l'urgence. C'est vrai ça? Tu sens que... Oui, bien sûr, mais on a vu. Moi, je suis dans une juste pour l'os, et j'ai vu des conflits à cause de l'eau. Genre, pour moi, les guerres d'eau, en Syrie, il y a plein de gens qui disent que le parti de l'initiation du conflit syrien, il y a maintenant une quinzaine d'années, c'était des déplacements de population à cause d'un manque de ressources, notamment en eau, suite à des saisons de sécheresse. Et évidemment, c'est pas la seule cause. Il y a aussi que la famille Assad, c'est des dictateurs. Ils ne devraient pas faire un truc sur la politique syrienne. Mais c'est un facteur qui est aggravant. T'en as un gros chacun, c'est les gros rapports de l'ONU, c'est sur les données climatiques de la région. Effectivement, pendant 4 ans, et une pression a été accrue, qui a créé des conditions. Et malheureusement, on voit comment ça a fini. Et bon, c'est flippant parce que tous les gros changements de l'histoire, sont pas faits juste au clinquant des doigts, en mode jamais d'un coup. Effectivement, ça se diffuse. Et quand c'est d'un coup qu'il y a des éléments climatiques, attends, il y a un peu le bras bas de combat et parfois de la violence. On l'avait avec Hollywood aussi. Dans Hollywood, le cinéma, c'était ça reste encore un peu une des industries les plus polluantes au monde. Et quand les feux de forêt ont commencé à brûler la maison de Leonardo DiCaprio, la maison de je sais pas qui, la maison de je sais pas qui, soudainement, ils se sont dit, en fait, on n'est pas obligé de reconstruire des décors pour chaque film, on peut recycler. Là, à Paris, on est en train de créer un des premiers décors permanents d'un quartier parisien. Comme ça, ils n'ont pas à chaque fois à refaire des décors. C'est la contraste. Oui, quand ils ont été touchés, on en revient, on parle de skill in the game. Parce que quand leur peau était dans le jeu, qu'ils l'ont fait. Le problème avec le réchauffement climatique, c'est qu'il y a un chercheur qui s'appelle Eliezer Yudkowsky, il parle de dynamique collective qui mène à un effondrement catastrophique. Il dit, c'est quand les personnes qui causent le problème sont celles qui sont les moins impactées par ces conséquences. Et ça c'est le cas. Ouais. Elon Musk, il peut prendre son jet pour traverser la baie de San Francisco pour pas faire 30 minutes de route. Et parce que lui, si le réchauffement climatique, ils ont ce que prend en pleine figure, lui, il a des villas partout, il a son jet, il a son machin, il va être probablement le premier trillionnaire de l'histoire, ce qui est complètement dingue quand on comprend les grandeurs, des échelles de grandeur pour c'est quoi un trillionnaire. Et donc ça aussi, c'est un autre gros problème. C'est pour ça que ma loi est une bonne idée d'être coercitif sur ces gens qui ont le plus fort impact carbone, mais qui sont aussi, paradoxalement, ceux qui vont être touchés le moins. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est flippant, c'est que le moment où les ultra-riches le ressentent dans leur quotidien, l'impact des limites planétaires, quel que soit, changement climatique et le reste, d'ici là, en fait, le reste de la planète Terre les gens auront été dans des conditions... Sauf si on les met à eux aussi, parce que les ultra-riches ont le même appareil cognitif que nous tous, on les met aussi dans des sortes de double de contraintes ou dans des sortes de dissonances cognitives où ils se disent, en fait, si je veux juste penser à ma pomme, je sais pas, je vais perdre tous mes sous, ou je vais perdre des élections, ou personne ne va regarder mes films, ou... En fait, un des plus grands dangers, et c'est important pour moi, mais c'est de me reprendre sur ça, c'est de croire qu'on ne peut rien faire, du coup. Non, on peut faire des choses. Le récit qu'on veut me convaincre, c'est qu'on ne peut rien faire. Et donc, que c'est une fatalité Amazon, que c'est une fatalité la vie, que c'est une fatalité Starlink, que c'est une fatalité machin. Non, genre c'est des communs, et les communs sont importants, ils appartiennent à tout le monde. Musk ne peut pas, lui, décider qu'il veut envoyer des satellites, 10, 15 000 satellites, et de faire en sorte qu'une personne qui veut regarder les étoiles au Pérou ne peut plus, parce que la pollution de lumière de son Starlink satellite est en train de faire ce truc. Non, genre, je suis désolé, monsieur Musk, mais c'est parce que tu es trillionnaire que l'espace t'appartient. Et donc, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Évidemment, le rapport de force n'est pas du tout à notre avantage, mais des choses pour mettre en place pour forcer des externalités qui peuvent les interdire de faire certaines choses. Comme par exemple, pour moi, le truc basique, c'est d'interdire les jets privés pour des courtes distances. C'est quand même dingue que quelqu'un puisse prendre un jet privé pour faire Paris-Bordeaux, alors que le train, c'est 2 heures. C'est la boussole, c'est la direction qui a l'air cool, et qu'on a tous légitimé ensemble en société, mais effectivement, on peut le faire changer. Il y a un point que je voudrais absolument aborder avec toi. J'ai lu Le Bug Humain, et j'ai trouvé le bug humain cité dans énormément d'ouvrages,
dans la presse aussi, audiovisuelle, et puis dans le monde sans fin de Jean Covici, comme la raison, c'est qu'en fait, c'est ancré en nous, on est lancé et voilà, l'humain, quoi qu'il arrive, s'organise pour tout péter. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette théorie du striatum, quel est son postulat de base, et en quoi ça tient pas vraiment potentiellement la route? Alors, donc pour ceux qui savent pas, l'hypothèse du striatum, c'est qu'on a une structure dans notre cerveau qui s'appelle le striatum, qui raffole des récompenses instantanées et qui fait que on est programmé pour ne pas pouvoir planifier à long terme ou lutter contre le changement climatique et qu'en gros, pourquoi est-ce qu'on en est là? C'est à cause de notre striatum. C'est un peu une sorte d'explication biologique de comportement très complexe. Et elle est complètement fallacieuse, on va dire. Complètement, c'est vraiment le terme Complètement fallacieuse. Pas parce que notre cerveau n'aime pas les récompenses instantanées, mais parce que on a fait ça l'erreur de la cause unique. C'est-à-dire, on prend un comportement complexe et on dit c'est une seule cause qui est celle-là et qui est celle-ci et c'est un peu foutu. Mais c'est pas si à comprendre pour mon cerveau Ouais, d'avoir une cause. Oui, le cerveau peut aussi très facilement comprendre des choses plus complexes si on sait comment le rapporter. Pourquoi est-ce que c'est fallacieux? Un, c'est des extrapolations de papier qui ont été faites dans des conditions hyper contrôlées. Donc, en gros, toutes les études qu'on a sur le cerveau aujourd'hui, notamment ce genre d'études, c'est des études qu'on appelle IRM fonctionnelles, donc d'activation cérébrale. C'est des personnes qui sont allongées dans des IRM, dans des hôpitaux ou dans des laboratoires en train de regarder des tâches sur écran. Donc, quand on regarde la littérature derrière, ça n'a pas du tout été fait sur des comportements de consommateurs ou de personnes qui prennent l'avion, ou de personnes qui bouffent de la viande, c'est pas, non, on a montré des gabors, des traits, des petites tâches. On a vu une activation potentielle parce que les IRM fonctionnels, c'est des signaux probabilistiques, c'est pas une mesure directe. Donc, quand vous voyez une IRM avec des rouges, des jaunes, machin, c'est pas la puissance de l'activation, c'est la probabilité des calculs statistiques que cette aire est impliquée dans la tâche qu'on est en train de voir. Donc il y a des couches de reconstruction dans les signaux des IRM qui est là. C'est pas une mesure d'un signal électrique, c'est une mesure de l'avoir en oxygène d'une certaine zone du cerveau. Ça, en gros, il y a plein de dégradations au niveau des dégradations du signal dans un lieu contrôlé, donc qui ne peut pas faire, qui peut pas expliquer des comportements dans un milieu naturel, parce que notre cerveau est un organe dépendant du contexte. Mais surtout, le plus gros argument pourquoi c'est pas cohérent, c'est que j'ai un striatum, a priori, des tonnes de personnes ont des striatomes et refusent la gratification instantanée. Et du coup, quand on fait de la science, si moi je dis par exemple les humains peuvent pas voler, mais il y a un humain qui vole, en fait ma règle ne marche plus. Et donc tous ces gens qui sont en train de changer leur attitude, changer le comportement, renoncer à les choses qu'ils aiment bien, qui sont confortables pour elles, leur striatum il fait quoi? Il n'a pas de striatum. Non, c'est ça un striatum, mais que le striatum n'est pas la bonne explication. D'ailleurs, il y a eu des tribunes contre cette hypothèse de Sébastien Breuer, qui j'ai beaucoup d'estime. C'est juste que je pense, soit il y a mal compris, soit il y a eu un bug dans le système. Et d'ailleurs, il a sorti maintenant un livre qui s'appelle Striatum, comment notre cerveau sort de la planète, pour dire en fait, j'étais un peu mal compris, je pense. J'ai lu le bug humain, j'en parle dans le Romania. Mais j'ai pas encore lu Striatum, je vais essayer de m'y atteler bientôt, mais j'imagine que je devine, à travers quelques interviews qu'il a fait, etc., qu'il est en train de dire, en fait, c'est pas ce que je voulais vraiment dire. Et évidemment qu'il faut qu'on agisse sur le contexte, sur nos organisations sociétales, parce qu'on peut faire quelque chose, et c'est pas... Mais, cette hypothèse du striatum, on l'a rejoint toutes les autres hypothèses dont on a parlé sur l'heure qui est passée, de l'hyper-individualisation, de la responsabilité, pour déresponsabiliser les contextes. Si c'est le striatum, il n'y a plus le problème des lobbies, il n'y a plus le problème des pubs, plus le problème des offres d'éducation. C'est une naturalisation de comportements complexes qui fait beaucoup de mal, parce qu'on le retrouve dans d'autres médias, on le retrouve dans Le Monde sans fin, qui a rendu des centaines de millions d'exemplaires, je pense même 1 million, pas des centaines de milliers, je pense même 1 million et quelques exemplaires, et qui... Parce que derrière, un gros problème, c'est que ces croyances sont performatives, c'est-à-dire elles impactent notre fonctionnement. Et du coup, moi, derrière, si je me dis, en fait, si c'est mon cerveau, je peux rien faire, qui réduit une notion très importante en sciences que je suis, qu'on appelle l'agentivité. Je m'appelle Bernard Arnault, et c'est pas ma faute si je suis riche, de quoi si m'en voulez pas, moi. C'est un peu ça. On appelle ça l'agentivité. L'agentivité. Combien est-ce que j'ai une marge de manœuvre sur mon fonctionnement? Et ces réductionnismes individuels réduisent l'agentivité. Si c'est mon spéatum, j'y peux rien. Si je suis déprimé parce que je manque de sérotonine, j'y peux rien. C'est la chimie de mon cerveau. Si je suis sur les réseaux sociaux à cause de la dopamine, j'y peux rien. C'est mon cerveau. De la même manière que, si je peux pas voler, j'y peux rien.
C'est mon corps. Si je peux pas porter une voiture, j'y peux rien. C'est mon corps. Alors que cette analogie est complètement fallacieuse en l'occurrence, parce que la limite biologique du corps est vraie. On peut pas sauter par 4 étages, on peut pas porter une voiture. Mais ces limites de comportement, de cognition incarnée complexe ne sont pas vraies, parce qu'on a des milliers de personnes qui sont en train de pouvoir voler ou de pouvoir porter des voitures. Et donc on peut pas dire que c'est une règle générale du fonctionnement de l'espèce, parce qu'elle n'est pas. Est-ce que tu penses que l'humanité est capable, là, culturellement parlant, avec de l'éducation, à sauver les meubles? Alors je pense pas que c'est par l'éducation. Encore une fois, il y a ce modèle du déficit informationnel. C'est pas une question d'accès à l'information, c'est une question d'organisation sociétale. Est-ce que l'humanité est capable? Déjà, c'est pas toute l'humanité, parce que là, les gens dont on parle, c'est 5 à 10% de l'humanité. La majorité de l'humanité est en train de vivre d'une manière complètement acceptable par rapport au climat. On peut dire que c'est parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'avoir des comportements délétères. C'est aussi une diffusion de responsabilité, ça. Il y a beaucoup ça, mais je m'en fous de pourquoi Ils avaient accès, oui, pareil, mais je m'en fous. Ils sont pas en train de le faire. Qu'ils aient accès ou pas, ils sont. Donc la question devient, et ça, c'est un moment de la gentilité. Est-ce qu'on peut faire en sorte que une minorité de l'espèce humaine vive comme tout le reste de l'humanité? Je pense qu'on est capable théoriquement. Est-ce qu'en pratique, on va l'être? Je ne suis pas sûr, à cause de tout ce dont on a parlé, ces rapports de force, et que les personnes qui contribuent le plus au réchauffement climatique sont celles qui sont touchées le moins par le réchauffement climatique. Et donc on est en train de demander à des personnes de, en quelque sorte, tirer des balles dans leur propre pied, alors qu'eux, ils n'ont pas vraiment de raison de le faire, vu qu'eux, ils ne sont pas particulièrement impactés. Donc le défi va devenir comment est-ce qu'on crée de manière collective, soit une manière coercitive de leur dire, genre, c'est fini la récré, soit, malheureusement, attendre que ce soit encore plus la merde et qu'on n'ait plus le choix, soit de trouver une autre manière de s'organiser pour les lâcher et qu'ils fassent leur truc, mais qu'ils soient plus en train de foutre la verbe dans les communs qui leur appartiennent pas. Que ce soit l'espace, l'océan, les forêts, la biodiversité. Albert Moukébert, merci. Merci, santé incroyablement riche. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est très important. Moi, je suis chaud pour une partie 2, une partie 3, tous les 4. Oui. J'ai tellement de questions encore, mais je dois continuer à taper sur les riches avec un nouvel invité pour une prochaine vidéo sur Quiz. Merci du fond du cœur. Grand plaisir, merci à toi pour l'invitation et je reviens quand tu veux. Je te fais un gros check. Likez, commentez, abonnez-vous et filez un don si vous en avez la possibilité. Et à très bientôt sur les mythes aux nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Ciao. Quelle est ta définition du